Nous allons pouvoir entamer la première session de la journée consacrée à la food safety culture. Et donc, je voulais vous lancer un petit sondage. Donc, normalement, vous avez un sondage qui vient d'apparaître. Et donc, je vous invite à voter. Selon vous, la food safety culture, est-ce que c'est un concept qui est compliqué? Alors, ça vote, ça vote. On va presque atteindre les 200 votes sur les 260 présents. Ok, on a le quorum là. Alors pour vous, ça se tient, mais vous êtes plutôt d'accord sur le fait que la food safety culture soit un concept compliqué. Alors, dans food safety culture, il y a food safety, et parfois la food safety, c'est déjà compliqué, n'est-ce pas? La sécurité sanitaire des aliments, c'est aussi de la science, ça s'improvise pas. Et puis, dans food safety culture, il y a food safety, et puis il y a culture. Et la culture d'une organisation, c'est quelque chose qui est effectivement parfois quelque chose d'abscon. Alors, on va pouvoir mettre fin à ce sondage. Vous avez voté en majorité. Voilà, vous voyez à peu près les résultats de ce sondage. Ouais, presque la moitié considère que, en effet, c'est un concept alors compliqué, complexe, euh, mais nécessaire. Mais nécessaire parce que depuis le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le Covid. Eh bien, on s'est aperçu de l'importance de la relation entre l'homme et le travail. Alors, évidemment que les ergonomes sauteraient sur leur chaise en disant « mais ça fait longtemps qu'on s'en occupe ». Mais de plus en plus, on évoque les notions de santé, qualité de vie et conditions de vie au travail. Et c'est vrai que le monde de l'agroalimentaire, c'est pas forcément des conditions de travail qui sont toujours faciles. J'ai pris l'exemple de ce secteur d'activité que je connais bien, qui est la découpe de viande. Les gens sont debout, c'est un travail physique, il fait froid, c'est un travail qui peut être dangereux. Voilà, et donc on a tout intérêt à remettre l'humain au centre des préoccupations, soit dans le cadre de démarches QVCT, qualité de vie et conditions de travail, que l'on appelait avant la SQVT, ou même des démarches de RSE, en intégrant le volet social dans sa démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise, ou dans le cadre de la food safety culture, puisque la culture de la sécurité sanitaire des aliments est devenue, en tout cas en Europe, une obligation au travers d'un règlement,
le 382-2021, donc qui a été publié en 2021, et qui, sauf erreur de ma part, fait du secteur agroalimentaire le secteur d'activité en Europe, un des premiers en tout cas, où on demande à ce qu'il y ait le déploiement d'une culture positive et durable de la sécurité sanitaire des aliments. Et concomitamment, on a vu arriver ce concept dans d'autres documents, à savoir les principes généraux d'hygiène alimentaire du Codex Alimentarius, qui ont été révisés en 2020 et qui font de la food safety culture un nouveau principe général de sécurité sanitaire des aliments. Et bien évidemment, sous l'impulsion de la Global Food Safety Initiative, l'initiative mondiale pour la sécurité des aliments, on l'a vu apparaître dans les référentiels de certification. Et Laurent vous en dira plus cet après-midi, dans le BRC, dans l'IFS ou dans le dispositif de certification FSSC 22000. Voilà. Après, pourquoi s'intéresser à la sécurité et la culture de la sécurité sanitaire? Parce qu'on a câblé les entreprises à établir des plans qualité, des plans de maîtrise sanitaire, c'est-à-dire des documents. Mais la sécurité sanitaire, c'est d'abord un état d'esprit et c'est surtout des comportements qui sont liés à ce concept. Et ce qui permet de travailler sur les comportements, c'est de travailler sur la culture. Alors, c'est bien d'avoir des plans de maîtrise sanitaire, c'est bien d'avoir du contrôle qualité, du contrôle sanitaire, c'est bien d'avoir mis en œuvre des systèmes d'assurance de la sécurité sanitaire de type HACCP, c'est très bien d'être certifié selon un référentiel reconnu dans l'agroalimentaire, et pourtant, ça ne met pas à l'abri les consommateurs de problématiques en lien avec les aliments. Il y a encore 420 000 décès dans le monde, voilà, beaucoup d'enfants. Ça ne se passe pas que très loin de chez nous, ça se passe y compris chez nous, et nous en avons eu la triste expérience l'an dernier avec des crises sanitaires assez conséquentes, de poids lourds de l'agroalimentaire qui pourtant travaillent sérieusement, voilà. Et il n'empêche, on s'est rappelé qu'on pouvait décéder en mangeant une part de pizza, puisqu'il y a eu au moins 2 décès dans le cadre des pizzas Fresh Up du Buitoni. Donc c'est triste et c'est important de se dire que chacun contribue à la sécurité sanitaire des aliments. Travailler dans l'agroalimentaire, je ne sais pas si quand on travaille à la chaîne, on l'a forcément décidé. Ça peut être, sans mauvais jeu de mots, un job alimentaire, hein, un travail alimentaire qui nécessite pas toujours beaucoup de qualifications. C'est pas toujours gratifiant. Et pourtant, on s'est aperçu au cours des pandémies, de la pandémie mondiale, Covid, que le secteur agroalimentaire et les secteurs connexes à la transformation des denrées alimentaires, je pense bien évidemment au transport, à la distribution, que ce sont des personnes qui sont en première ligne et que ce sont des métiers dont on ne pourrait pas se passer. Alors, tous responsables de la sécurité sanitaire des aliments, oui. C'est d'ailleurs une des questions que je pose assez fréquemment quand je rentre dans les entreprises agroalimentaires. C'est qui le responsable de la sécurité des denrées alimentaires? Et là, effectivement, j'ai plusieurs types de réponses. On me dit, c'est Madame O'Malley, notre responsable qualité, Anne O'Malley, notre responsable qualité,
qui est responsable de la sécurité des aliments. Vous la trouverez dans son bureau, en haut, à l'étage. Elle doit y être parce que parfois, elle passe beaucoup de temps devant son PC, devant son ordinateur. Après, on me dit, bah, c'est l'exploitant, c'est le dirigeant. Et c'est vrai que dans certains pays, pénalement, c'est pas faux de considérer que c'est le dirigeant qui est le responsable, en tout cas pénal, de la sécurité sanitaire des aliments. Et puis après, on me dit, bah, c'est aussi tout le personnel. Et le fait de développer une culture positive et durable de la sécurité sanitaire, c'est faire en sorte de cette prise de conscience que tout le monde est responsable. J'aime bien, alors je sais pas si c'est un, je pense que c'est un proverbe, vous savez que j'aime bien les proverbes, ceux qui me connaissent, mais c'est un proverbe polonais. Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Bah, c'est un peu pareil dans une crise sanitaire, en disant bah, c'est pas ma faute, hein, voilà. Et puisqu'on parle de culture, on parle de croyance. Quand j'ai commencé ce travail en 98, euh, mes premières formations, je les ai fait dans des abattoirs et les gens me disaient je n'ai jamais tué personne. Alors certes des animaux sans doute, mais des consommateurs non jamais. Et donc, voilà, ça fait partie des éléments de euh, voilà, je ne suis pas coupable, ni même parfois responsable. Mais si, tout le monde est responsable. Et l'idée, comme dirait notre cher directeur général de l'AFNOR, c'est un PJC. Le PJC, c'est plus jamais ça. C'est-à-dire voilà, ne plus voir des comportements qui peuvent mettre en danger la santé des consommateurs. Alors, on peut faire tout à fait le parallèle avec la santé et sécurité au travail. C'est important aussi d'avoir une culture de la SST, de la santé sécurité au travail. Bah, c'est à l'instar de ce que l'on va demander en matière d'hygiène. Et donc, il va falloir mener un travail de fond pour essayer d'agir sur l'état d'esprit des équipes et surtout des comportements, et surtout ne pas réduire la culture de la sécurité sanitaire à de la formation, de la communication, parce que ça, vous le faites déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne se lave pas les mains en sortant des toilettes quand elle n'est pas regardée? C'est alors que si peut-être elle est regardée, elle aura plus tendance à aller se laver les mains. Mais qu'est-ce qui fait qu'on adopte certains comportements? Et donc, bah, ne me dites pas, voilà, pour adopter un comportement, je vais le former. Oui, oui, vous le faites. Ça fait 200 fois que vous lui dites qu'il faut se laver les mains en sortant des toilettes. Et pourtant, ça n'a pas forcément agi sur le comportement. Donc, il va falloir travailler sur des sciences molles quand on parle de culture, et les responsables qualité ne sont pas forcément les mieux outillés pour travailler sur ces sciences molles. Voilà, et c'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui. Parce que quand on parle de culture de la sécurité sanitaire, c'est un aspect de la culture organisationnelle. On appelle ça la culture d'entreprise, la culture organisationnelle. Donc, il y a des gens qui ont travaillé sur cette notion de culture organisationnelle. Vous avez Edgar Schein, qui a écrit un ouvrage assez remarquable sur la culture organisationnelle. Vous avez également Maurice Thévenet, voilà, qui a pas mal travaillé sur la culture d'entreprise ou la culture organisationnelle. Et en fait, avant d'aller plus loin, euh, il faut comprendre la notion de de culture d'entreprise. Donc, c'est toutes les références conscientes ou inconscientes qui se sont construites tout au long de l'histoire de l'entreprise. Et donc, quand on va travailler sur sa culture, on va travailler sur
des croyances, et des croyances en lien avec l'hygiène, il y en a beaucoup. Hein, ça m'est déjà arrivé. Et je sais que derrière les écrans, il y a quelques amis consultants, formateurs, et vous aussi, en formation, vous avez souvent, sûrement, entendu des croyances en disant oui, mais trop d'hygiène tue l'hygiène. Voilà, à force de mettre trop d'hygiène, on devient plus fragile et donc voilà, ça fait partie des croyances véhiculées. Moi, je suis basé à Bordeaux, donc on est dans une région vitivinicole avec du vin, bien évidemment. On n'est pas très loin, on est à une centaine de kilomètres de Cognac. Voilà, avec des grandes maisons de cognac. Voilà, parmi les croyances que l'on entend, c'est l'alcool, ça conserve. Donc il n'y a pas de problème d'hygiène, il n'y a pas de problème d'hygiène dans nos secteurs d'activité. Ça peut être également les croyances, ça peut être quand on fait tomber quelque chose au sol, voilà, de le ramasser. Vous connaissez peut-être cette croyance des 3 secondes, hein, quand on ramasse un aliment tombé au sol et qu'il a touché moins de 3 secondes le sol, il n'est pas contaminé. Voilà. Euh, donc, on en a plein de croyances. Et donc, l'idée, j'ai parfois entendu dans certaines entreprises, de toute façon, c'est pas grave, on stérilise. Bon, ben, la stérilisation, ça tue tout. Donc, c'est pas grave si on respecte pas trop les règles d'hygiène avant l'étape de stérilisation, puisque la stérilisation tue tout. Donc, il va falloir travailler sur ces croyances. Il va falloir travailler aussi sur des valeurs. Et ça, c'est certaines entreprises ont travaillé sur des valeurs, mais il va falloir travailler sur les valeurs, ce à quoi on croit qui guide les décisions, euh, et donc des valeurs partagées au sein de l'organisation. Il va falloir travailler sur des normes sociales, sur des normes communes qui sont véhiculées entre les anciens de la société et peut-être les nouveaux. Voilà. Mais aussi la culture est marquée par des mythes, voire même des héros. Ça peut être le leader primal, celui qui a créé la société ou qui a fait basculer la société dans une nouvelle dimension. Voilà. Donc ça fait partie. La culture, on ne peut pas travailler sur de la culture sans travailler sur ces mythes, ces histoires, ces tabous et ces peurs. Et c'est vrai que les entreprises qui ont vécu des crises sanitaires, eh bien, ça peut laisser des plaies béantes ouvertes ben parce que c'est traumatisant. Euh, les salariés de l'usine de Caudry de Buitoni qui maintenant a fermé, bah, ça va faire partie des tabous, sûrement, des peurs et de tout ce qu'ils ont vécu quand on vit une crise sanitaire. Voilà, d'où l'importance de débriefer les crises, le retour d'expérience sur la capacité que l'on a eu à gérer une crise et surtout sur l'aspect psychologique. Et ça, c'est pas toujours correctement traité dans les organisations. Et puis, une organisation, elle a des rites, elle a des codes, ce que l'on appelle aussi l'étiquette. Bah, c'est voilà, ça peut être les rituels de management, voilà, qui font qu'à un moment donné, on a une certaine appartenance. Et donc, tout ça, ça va symboliser la culture organisationnelle. Et la définition est partagée par la Global Food Safety Initiative. Et bah, vous savez qu'à l'AFNOR, on est très à cheval, n'est-ce pas, sur les termes et les définitions. Alors, c'est vrai, c'est jamais très sexy. C'est vrai que c'est jamais toujours facile à comprendre le vocabulaire normatif, mais ça permet quand même de partager un langage et un cadre de référence. Donc, je vous invite quand même à reprendre la définition de ce qu'est la food safety culture et bah, de dire est-ce que j'ai bossé dans cette logique-là avec l'ensemble des personnes, c'est-à-dire est-ce que j'ai travaillé sur mes valeurs,
des valeurs qui sont perçues, des valeurs qui sont communiquées, des valeurs qui sont partagées. Est-ce que j'ai identifié les croyances qui sont au sein de mon organisation? Quelles sont les normes sociales, les normes communes qui finalement ont une incidence positive ou négative, puisque je dis souvent, la culture, vous en avez une, que vous le vouliez ou pas, il y a toujours une culture d'organisation. Maintenant, est-ce que cette culture, elle est plutôt positive vis-à-vis du thème qui nous intéresse aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est plutôt négative? Alors, elle n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Il y a sûrement des aspects qui sont plus importants que d'autres. Mais quel est l'état d'esprit? Et finalement, quels sont les comportements qui sont réellement observés en lien avec la sécurité sanitaire des aliments par non seulement les personnes qui contribuent directement, je parle des opérateurs de la ligne de production, hein, ceux qui ont euh, les mains dans la pâte, on va dire, mais également les fonctions support, ça peut être la maintenance, ça peut être les achats. En fait, dans l'ensemble de l'organisation, il doit y avoir un état d'esprit et des comportements positifs en lien avec la sécurité sanitaire. Alors, je n'ai pas pu, et je lui passe mon bonjour à Stéphane Lefebvre. Voilà, il avait une présentation essentielle aujourd'hui, en lien d'ailleurs avec la Food Safety Culture, qu'il est en train de développer au niveau du groupe STEF. STEF, c'est le leader européen hein, du transport et du stockage de denrées alimentaires. Je parlais des secteurs d'activité qui étaient en première ligne lors de la pandémie mondiale et le groupe STEF en faisait partie. Et donc, effectivement, ils ont pas mal travaillé sur leur raison d'être. C'est quoi notre mission? C'est de garantir durablement et en toute sécurité l'accès à la diversité et au plaisir alimentaire pour tous. Et ils ont défini leurs valeurs, qui sont au nombre de 4, l'enthousiasme, le respect, la rigueur et la performance. Et ensuite, chaque valeur est détaillée. Vous prenez ici, par exemple, la rigueur. Alors, je suis pas en train de faire de la pub, mais quand il y a des initiatives qui sont menées par des entreprises et que je trouve remarquables et qu'elles acceptent de partager leurs pratiques, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Ça, c'est le début. On ne peut pas développer une culture sans avoir travaillé sur sa mission, sa vision, ses valeurs, et de faire en sorte que ces valeurs vous guident tous les jours. C'est-à-dire non seulement quand on a des décisions à prendre et quand on a des problèmes à gérer. Et c'est pour ça que j'invite souvent les entreprises à afficher les valeurs. Et quand on est en réunion, en équipe HACCP par exemple, et qu'on a des décisions importantes à prendre, eh bien, voilà, ne pas oublier que ces valeurs sont celles qui doivent vous guider. Et c'est pas le tout d'afficher des valeurs parce qu'elles sont plutôt toujours positives. Je vois pas marqué égoïsme, l'irrespect. Voilà, être irrespectueux, c'est pas une valeur, mais parfois, malheureusement, c'est des valeurs qui sont réelles, certes pas affichées, mais qui sont réelles. Et donc, il y a tout un travail à faire sur les valeurs, donc je vous invite à bosser sur ce sujet. N'oubliez pas hein, que vous avez toujours la possibilité de poser des questions en utilisant alors, oui. Alors, ça me permet, tiens, pour être un peu, pour casser un peu le rythme, Sandrine Lépine, que je connais très bien, hein, une, qui est une collègue, voilà, et que j'ai eu le plaisir de former. Elle me demande si je trouve normal
qu'un auditeur BRC mette une non-conformité parce qu'un opérateur ne sait pas ce que veut dire Food Safety Culture. Peut-être que lui-même, cet auditeur BRC, ne sait même pas ce que ça veut dire, la Food Safety Culture. Évidemment, c'est des questions stupides. Ah, ce n'est pas des questions à poser. Est-ce que vous savez, alors, est-ce que vous savez ce que c'est la malveillance? Et est-ce que vous avez une sensibilité par rapport à la malveillance, sans utiliser le terme food defense, mais la malveillance, le sabotage, ça oui, il peut poser ce type de questions. Mais évidemment que on ne va pas voir un opérateur sur une ligne de production en lui disant est-ce que vous savez ce que c'est la food safety culture? C'est pas des questions. Et alors, de là à mettre une non-conformité, voilà, c'est waouh. Alors, faut-il écrire les valeurs, même si elles ne sont pas positives? Alors, on va éviter de faire en sorte que les personnes soient guidées par des valeurs qui ne seraient pas celles du dirigeant. Voilà. Et donc, travailler sur des valeurs, on a la possibilité de changer son système de valeurs. Voilà. C'est quoi qui est important pour vous? Si je vous posais la question, vous, en tant qu'individu, en quoi vous croyez? C'est quoi qui est important pour vous? Donc, vous allez peut-être me lister une vingtaine de valeurs. Et puis, l'idée, c'est de travailler et d'essayer de réduire pour essayer peut-être par affinité de trouver, et la langue française à laquelle je suis particulièrement attaché, elle est particulièrement riche pour trouver le terme idoine. Mais l'idée, c'est de travailler et avec la direction et avec des représentants du personnel pour partager des valeurs. Alors oui, si on a des valeurs de, je sais pas moi, quelqu'un qui ne fait pas confiance, le manque de confiance, voilà. Et donc, il est dans le contrôle. Ben, voilà, il aura peut-être un style de management qui sera adapté par rapport à ses valeurs, mais ça ne veut pas dire que ça soit forcément négatif. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur son système de valeurs avec des représentants. La food safety culture, bah, c'est faire en sorte que vous puissiez avoir confiance dans le collectif et dans l'individuel, évidemment en commençant par la direction au plus haut niveau, et il y en a qui m'entendent le répéter à chaque fois, ils doivent se dire, le Boutou, il change pas de disque. Oui, on balaye toujours un escalier en commençant par la plus haute marche. Tu peux pas parler de culture. D'ailleurs, le responsable de la culture de la sécurité sanitaire, bien évidemment, c'est tout le monde, mais au départ, c'est la direction qui doit prendre ce projet à son niveau. C'est pas le responsable qualité qui doit travailler sur la culture. Comme on a vu ce que c'était la culture, vous comprenez bien que ça ne peut pas être traité par quelqu'un d'autre que la direction et son état-major. Et bien évidemment, il faut utiliser son système de management pour faire en sorte de développer cette culture positive et durable. Un système de management, c'est quoi? C'est un système qui permet d'établir une politique, des objectifs, de définir des grandes activités, on les appelle les processus, pour faire en sorte d'atteindre ces objectifs. L'élément central d'un système de management, c'est la politique. Et donc, tout part de là. La politique qui, derrière, va être déclinée en objectif. Donc, vous comprenez bien que la politique ne peut pas être rédigée par quelqu'un d'autre que la direction au plus haut niveau et que pour rédiger cette politique, il doit avoir fait le travail de réfléchir sur son organisation, sur son contexte, sur les enjeux auxquels il est confronté en matière de sécurité sanitaire. Et n'oubliez pas, culture égale comportement. Donc, je sais, et Laurent Camberou vous en parlera cet après-midi, que le référentiel BRC
et celui qui a le plus peut-être travaillé sur la notion de comportement et de réflexe. C'est bien d'avoir des réflexes conditionnés, mais c'est bien aussi de sortir des réflexes conditionnés, parce que quand on a des réflexes conditionnés, c'est là où on peut générer des problèmes sanitaires. Euh, je, Parmi les comportements et les réflexes, j'y mets aussi le style de management. Vous ne pouvez pas travailler votre culture de la sécurité sanitaire sans avoir travaillé sur les styles de management, les relations interpersonnelles. Vous avez dans les styles de management des injonctions. Je prends souvent l'exemple, et un petit clin d'œil à José, je prends souvent l'exemple de la restauration collective. En restauration collective, les chefs ont un driver, une injonction qui s'appelle le dépêche-toi. Si vous regardez des concours à la télé liés à la cuisine, vous avez les chronos, vous avez la pression, et dépêche-toi, et dépêche-toi, et dépêche-toi. Et quand un chef de cuisine est tout le temps en train de dire « dépêche-toi, 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 Robert », ben Robert, quand il va aux toilettes, ben quand il finit soit de faire la petite ou grosse commission, eh bien, il passe à côté des lavabos et il entend « Robert, dépêche-toi, il y a la Macédoine à faire ». Et Robert, en lui-même, il se dit « Tu vois, j'ai même pas le temps de me laver les mains ». Et voilà ce que les injonctions peuvent avoir comme effet négatif sur les comportements réels et les réflexes. Donc, c'est important de travailler aussi sur les styles de management et de travailler sur les injonctions. Donc, j'ai pris un exemple sur les injonctions, mais vous avez aussi, pour développer une culture, un état d'esprit positif, la gestion des signes de reconnaissance. Trop peu de managers sont formés à la gestion des signes de reconnaissance. Je pense aussi aux émotions. Et vous avez un excellent ouvrage sur savoir coacher avec les émotions, qui a été publié par Daniel Cerné aux éditions Erol, que je connais bien. Je lui fais un coucou, Daniel. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui explique comment la gestion des émotions dans les organisations peut avoir un impact sur l'état d'esprit et les comportements. Souvent, vous voyez circuler, on ne quitte pas une entreprise parce qu'on n'aime pas son job, on quitte une entreprise parce qu'on n'aime pas son manager ou son style de management. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que c'est important que tout le monde soit embarqué dans ce projet, la direction, la maintenance, la production, les achats, les commerciaux, les prestataires externes. Beaucoup d'entreprises agroalimentaires utilisent des prestataires externes dans le cadre de leurs activités. Et donc, cette culture positive et durable doit innerver dans toute l'organisation. J'ai bien dit innerver et pas énerver dans l'organisation. Et vous devez, si vous êtes responsable qualité ou sécurité sanitaire des aliments, vous devez graisser, mettre de l'huile dans les rouages, l'huile apte au contact alimentaire, certification, bien évidemment. Pourquoi? Pourquoi finalement on vous demande de développer une culture positive et durable? Eh bien, c'est pour aussi dire tous les jours, et pas simplement quand on est en audit. J'aime bien cette photo. Voilà. Alors, il y a certaines entreprises, c'est comme ça. Euh, on s'en rend quand même un peu compte lors des audits. Mais voilà, il y a plein de gens qui disent, moi j'aimerais bien manger les produits de cette société le jour où elle a été auditée IFS. Parce que on sait que le jour de l'audit, on fait particulièrement gaffe. Ben ouais, mais vous avez vu, hein, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments, mais normalement, c'est tous les jours. Et donc, la food safety culture,
Eh bien, c'est ce qui se passe réellement sur le site quand les managers ont le dos tourné. Euh, voilà. Quand le responsable qualité n'est pas là, quand les managers ne sont pas là. Et voilà, on peut dormir sur ses deux oreilles. On est tranquille. Voilà. Et la certification, c'est pas, ça ne reste qu'un garde-fou, la certification. Voilà, ne pas penser que parce qu'on est certifié, on est à l'abri. Hein, le succès, alors c'est bien de fêter le succès d'une certification et je vous encourage à le faire. Mais Bill Gates disait le succès est un bien vilain professeur. Il pousse les gens à penser qu'ils ne sont pas, enfin, ou qu'ils sont à l'abri hein, de tout ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, c'est le secrétaire général de l'observatoire des crises en entreprise qui disait, et je trouvais ça assez amusant et tellement vrai, il n'y a que deux sortes d'organisations. Celles qui ont été en crise et celles qui le seront. C'est-à-dire que il faut se préparer à gérer des crises. Ça fait partie de la culture de la sécurité sanitaire des aliments. Alors, ce que j'entends souvent, tout à l'heure, vous m'avez dit, le concept peut être parfois compliqué, et je vous l'accorde parce que derrière le mot culture, il y a plein de choses en particulier. Mais j'ai eu beaucoup aussi de feedback de la part de responsables qualité qui se disaient waouh, tu sais, Olivier, on a un nouveau truc qui vient d'arriver. Hein. Alors, on a eu la food safety, on a eu la food defense, c'est tombé sur nous. On a eu la food fraud, c'est tombé sur nous, responsables qualité. Et des fois, je leur dis ah bon, c'est pas les achats, bah non, c'est nous qui avons géré quand même la food fraud. Et maintenant, c'est la food safety culture. Et comme tout concept qui arrive, eh bien, c'est moi sur mes petites épaules qui dois porter le concept. Et j'avoue, je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, tiens, si on lançait un petit sondage. Normalement, vous avez un petit sondage qui vient d'être lancé. Oups, je suis désolé de la faute d'orthographe. Je vais tirer les oreilles à la personne en back-office. Avez-vous rencontré des difficultés de mise en œuvre de votre food safety culture? J'en profite pour rappeler cette règle de français. Avez-vous rencontré et avez-vous mordu eu? C'est comme ça que je l'ai appris, moi, quand j'étais petit à l'école. Avez-vous mordu? Donc, si c'est eu, c'est et. Mordre ou mordu. Bon, allez, j'ai fait un petit. Ah, ouais, il y en a quand même quelques-uns qui me disent waouh, en fait, c'est très simple. Eh ben, c'est cool. Si vous. Je le dis en toute honnêteté, si pour vous c'est très simple et que vous y êtes pris, voilà. Donc, ça veut dire obligatoirement, si vous trouvez ça simple, ça veut dire que vous avez un soutien inconditionnel de la part de la direction générale, que vous avez eu la possibilité de développer plein de choses sur le sujet. Donc, c'est top. Et je vous invite du coup à le partager et donc à participer au jeu concours pour nous dire tout ce que vous avez fait en lien avec la food safety culture. Bon, majoritairement les gens nous disent que c'est un sujet complexe, mais on s'en sort. Bah oui, c'est cool. Voici
Voici les résultats. Ouais, c'est particulièrement compliqué. Oui, alors, pas le fait de comprendre ce que l'on attend de nous, mais comment on s'y prend. Voilà. Et donc, en fait, pour cette journée-là, on a décidé, avec mes collègues Jonathan Mottillon et Laurent Camberoux, de vous donner des, des pistes, des recommandations pour développer une culture positive et durable de la sécurité sanitaire des aliments. Alors, pour nous, on a appelé ça un parcours logique que l'on appelle entre nous AFNOR Integrity Culture, ou comment développer une culture positive et durable en lien avec un sujet. Donc, les grands thèmes que l'on vous propose d'explorer et la manière, c'est notre approche pour aider les organisations à développer leur culture et c'est la même approche que l'on enseigne dans nos formations en lien avec la food safety culture. Un, il faut chercher à comprendre. Deux, il faut évaluer. Trois, il faut gérer ça comme un projet à long terme, voire parfois à très long terme, parce que changer une culture d'entreprise, ça peut prendre 10 ans. Ensuite, comment on s'y prend pour déployer les pratiques qui vont faire développer cet état d'esprit et ces comportements attendus. Ensuite, comment on analyse les résultats obtenus, la performance en matière de sécurité sanitaire et de culture. Et ensuite, comment on renforce ou en tout cas, comment on maintient. 6 grandes phases dans ce parcours que je vous propose d'explorer sur la demi-heure qui reste, puisqu'on a jusqu'à 11h30. Voilà. Alors, la première des choses, comme tout concept, il faut déjà savoir de quoi on parle. Ça me paraît quand même le b.a.-ba. Donc, il existe finalement assez peu de documents. Alors, il y a des documents sur la culture d'entreprise, sur la culture organisationnelle. J'ai cité Maurice Thévenet ou Edgar Schein, si vous êtes à l'aise dans la langue anglaise. Vous avez aussi un modèle, puisque le premier à avoir parlé de food safety culture, c'est Frank Yanas, et qui donc a élaboré en 2009 de mémoire ce premier document. Vous avez le position paper de la GFSI, de la Global Food Safety Initiative, qui explique la culture de la sécurité sanitaire. Vous avez cet excellent ouvrage qui est à gagner, je le rappelle, sous forme de 100 questions pour comprendre la food safety culture. Et récemment, et Laurent vous en parlera, et récemment, vous avez le PAS 320 qui a été publié par le BSI, British Standard Institute, qui est l'équivalent de l'AFNOR en Grande-Bretagne, et qui a, à la suite du position paper du GFSI, publié en avril dernier un guide pour développer votre food safety culture et la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure est en phase avec ce PAS 320. Ce que je vous invite dans un premier temps, c'est à ce que la direction et son état-major prennent ses responsabilités en matière de food safety culture, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une séance désolé pour les termes anglais, mais de onboarding, c'est-à-dire comment vous formez votre comité de direction à cette notion de culture. Mais il faut il faut qu'ils partagent ce cadre de référence-là.
Vous avez aussi des initiatives qui peuvent être menées et nous avons aidé Bell. Peut-être il y a certains responsables qualité d'usines à travers le monde aujourd'hui, de chez Bell, les fromageries avec des marques très connues, Babybel, La Vache qui rit, etc., qui a développé des séances pour devenir ambassadeur de la culture de la sécurité sanitaire des aliments, et pas simplement dans les usines, dans les 30 usines de production qu'ils ont à travers le monde, mais également dans les fonctions centrales du groupe au siège basé à Suresnes. Et donc, je trouvais cette manière d'aborder les choses, de se dire, on, on a des piliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et voilà, le fait de créer cette communauté d'ambassadeurs était vraiment quelque chose d'important. Alors évidemment, vous faire former. Donc en même temps, sachez que AFNOR Compétences propose des stages inter et intra-entreprises, dont notamment celui sur la food safety culture, qui est le premier prix à gagner dans le cadre de concours. Mais vous avez aussi d'autres types de formations. On aura peut-être la possibilité de se croiser au cours d'une de ces sessions. La deuxième étape est d'évaluer. Alors, qui dit Food Safety Culture dit beaucoup d'entreprises se sont lancées dans des questionnaires auprès de leurs collaborateurs. C'est un bon début. Ce n'est pas la panacée, mais c'est un bon début. Donc, mais il faut faire attention quand vous lancez les questionnaires. Un questionnaire, c'est un outil de mesure et vous n'êtes pas sans savoir qu'un outil de mesure, ça s'étalonne. Voilà, cet après-midi, vous aurez la présentation de Reda Rafik sur son enquête HSCP. Je peux vous dire qu'il a étalonné le questionnaire avant de pouvoir le lancer. C'est important d'écouter les équipes, c'est important de construire une enquête solide sur le fond, qui soit ludique dans sa forme, en respectant un certain nombre de règles, notamment les règles de confidentialité. C'est pour ça que parfois, c'est peut-être mieux de confier ces enquêtes auprès d'entreprises dont c'est le métier. Et bien évidemment, ce qui est essentiel, c'est d'analyser les retours, la différence de perception en fonction du positionnement hiérarchique des gens, ça peut être important. Donc, filtrer selon les publics clés, si on est un opérateur, un chef d'équipe, un manager, un directeur industriel. Et bien évidemment, vous avez généré des attentes en questionnant les gens. Eh bien, l'idée est de prioriser vos actions et de vous projeter vers demain. Voilà. Et vous allez en trouver des enquêtes. Le mieux est de construire peut-être la vôtre, de la tester, voilà, et de sûrement recommencer à réaliser vos enquêtes dans le temps, en changeant, mais c'est bien d'avoir du bac. Voilà, ça peut être des enquêtes données à faire seul, ou ça peut être des enquêtes à remplir, voilà, avec une équipe, par exemple. Notre solution, et je pense que ça va vous plaire, nous allons développer, c'est en phase, si ça ne sort pas aujourd'hui, ça va sortir très prochainement. Nous avons élaboré une checklist sous un outil qui s'appelle OK Pilote. Et je m'empresse de dire que cet outil sera bientôt disponible et qu'il sera gratuit. Donc, vous aurez une trentaine de questions que vous pourrez capitaliser comme vous le souhaitez sous OK Pilote. Avec, voilà, vous pourrez demander aux gens d'aller la remplir voilà. Donc, c'est une checklist qui a été élaborée
à partir d'un document qui a été publié par la Commission européenne en septembre 2022. Et donc, voilà, il sera à disposition pour vous gratuitement. Voilà, et ça, je sais que ça plaît à certains. Sinon, il faut aussi peut-être basculer vers un diagnostic, puisque tous les référentiels qui traitent de culture, il y a eu une norme ISO qui a été publiée assez récemment, la 10010, qui a été publiée sur la culture qualité, dit, et le PAS 320 également, dit qu'il faut toujours définir quelle est la culture souhaitée et de savoir d'où on part. Voilà. On est où? On veut aller où? Pour cela, rien de tel qu'un diagnostic. Donc, voilà. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce qu'il est possible d'aller compte tenu de mon environnement en regardant vers l'extérieur? Et où suis-je capable d'aller compte tenu de mes ressources actuelles? Et donc, c'est un bon outil que de réaliser un diagnostic. Donc, nous avons développé un diagnostic qui va suivre le parcours du client quelque part, depuis son besoin jusqu'à la mesure de sa satisfaction, puisque on doit garantir la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, que tout le monde va y contribuer. Donc, c'est comment la food safety culture traverse l'organisation et nous, au travers d'un certain nombre d'outils, des questionnaires d'auto-évaluation, des enquêtes personnalisées, des interviews au travers de focus group et des observations sur site, puisque la réalité, c'est le terrain. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la sécurité sanitaire, ça se fait pas dans des documents, ça se fait sur le terrain. Donc, on a besoin d'aller observer sur site. Et quand on combine la somme de ces éléments, eh bien, on va pouvoir établir un plan d'action prioritaire pour définir quels sont les chantiers clés à développer compte tenu de vos forces et de vos faiblesses. Ça, c'est le diagnostic. Je vous disais que la food safety culture devait être considérée comme étant un enjeu. Alors, derrière l'écran, aujourd'hui, il y a des gens qui sont certifiés BRT, il y a des gens qui sont certifiés IFS, il y a des gens qui utilisent la norme ISO 22000. La norme ISO 22000 a ça d'intéressant, c'est que avant toute chose, on vous invite à comprendre le contexte et vos enjeux, c'est-à-dire vos défis auxquels vous êtes confrontés. Ces défis peuvent être externes, ils vous sont imposés, ou internes, ils vous sont personnels. D'ailleurs, petite parenthèse, même en étant certifié BRC IFS, rien ne vous empêche d'utiliser la norme ISO 22000 comme étant un outil. Donc, ce n'est pas en faisant une matrice SWOT et un plan d'action sur un an que vous allez traiter de food safety culture. Ça, c'est une certitude, même si les opérateurs, les auditeurs peuvent être sensibles à ces aspects. Nous, on vous invite à le gérer comme étant un projet, en mode projet, avec des rétro-planning, avec une analyse des risques liés au projet, avec des points d'étape. Enfin, voilà. Donc, c'est important de gérer la food safety culture en mode projet. On est convaincu. Pour déployer la food safety culture, eh bien, rien de tel que de travailler avec des focus group. Le document de la GFSI vous présente 5 dimensions pour développer une culture positive et durable de la sécurité sanitaire des aliments, avec ce que j'appelle, moi, des domaines d'action. Les domaines d'action, c'est ce que vous voyez dans chacune des dimensions. Bien évidemment, il est utopique de penser que vous allez pouvoir courir plusieurs lièvres à la fois et travailler sur tous les domaines d'action en même temps. Eh bien, il va falloir prioriser. C'est l'objectif du diagnostic initial. Voilà. Et ensuite, de travailler en focus group
plus vous allez faire participer les gens, plus vous aurez une chance de développer un état d'esprit positif et des comportements attendus. Ça, c'est sur le déploiement. C'est la 4e étape. Pour la 5e étape, je vais céder la parole à Laurent qui va vous présenter la partie analyse et les premiers retours des audits d'AFNOR certification sur la food safety culture. Laurent, est-ce que tu es là? Oui, merci Olivier. Tout d'abord, je m'associe aux remerciements d'Olivier parce que c'est une journée importante pour nous. Comme l'indique le petit panneau qui est derrière moi, vous voyez que c'est une journée, la journée mondiale de la sécurité des aliments, en particulier centrée sur le rôle de la normalisation pour faire progresser la notion de sécurité des aliments. 2 mots de présentation. Moi, je travaille à la certification, AFNOR certification depuis janvier 2008. Et j'ai eu des fonctions notamment d'auditeur et surtout de gestionnaire des protocoles de certification des propriétaires de référentiels. Donc, je vais vous restituer un retour d'expérience. Donc, en fait, moi, c'est un dossier que la food safety culture que j'ai suivi depuis 2016-2017. Et c'est un dossier sur lequel on a eu beaucoup de développement normatif. À la fois ce qu'a évoqué Olivier, les position papers de la GFSI, les principes généraux d'hygiène du codex qui ont été agrémentés de la food safety culture, les évolutions réglementaires au niveau européen du 2021-382. Olivier a cité également l'ISO 2010, qui est un document qui n'est pas spécialement dédié à l'agro, mais qui met en place une approche type PDCA pour la culture de la qualité. Et le dernier document, le BSI PAS 320, qui est lui vraiment centré sur la culture de la qualité et qui est finalement en lien avec le position paper de la GFSA de 2018. Donc la question que nous, on s'est posée en tant qu'organisme certification, c'est que vu ces évolutions du contexte et vu les évolutions dans les référentiels de certification, comment on devait aborder ce sujet avec nos clients et avec les auditeurs. Donc, on s'est basé sur un retour d'expérience qui a maintenant plus de 2 ans, presque 3 ans pour le BRC, puisque la Food Safety Culture a été introduite en version 8, et s'est développé au fil des versions, à la fois sur l'IFS et sur la FSSC 22000. Donc, on a une base installée très importante de sites sur lesquels on a pu avoir un retour d'expérience sur la food safety culture. Donc, les premiers constats, c'est qu'il y a des choses qui sont positives. On a vu des sites sur lesquels la prise en main, l'appropriation était bonne, et des sites notamment qui ont utilisé les référentiels normatifs à leur disposition, comme les documents de la GFSI. Olivier parlait des dimensions de la GFSI. Des bonnes pratiques constatées, certaines allant même jusqu'à le niveau d'identification des comportements clés en matière de sécurité sanitaire des aliments pour les intégrer à l'amélioration de la culture de la sécurité des aliments. Une bonne reprise, bonne articulation avec avec des systèmes de management. Et on sent qu'il y a une mobilisation générale des sites qui se dit c'est un sujet important sur lequel on a une approche à développer qui peut avoir beaucoup de bénéfices, à la fois en matière de sécurité des aliments, mais aussi pour harmoniser les pratiques, les règles d'hygiène sur différents sites, par exemple, ou dans une situation de groupe. Mais il y a aussi beaucoup de démarches qui restent très superficielles. Il y a des démarches qui sont basées sur des événements ponctuels qui donnent un peu le change, ou des affichages, on parle d'artefacts dans la démarche, et qui ne sont pas vraiment en phase avec une démarche dans le temps qui s'attaque vraiment aux fondamentaux, c'est-à-dire Olivier parlait de valeurs, de mission, de travail sur les comportements. Des questionnaires, alors les questionnaires, il y a un peu de tout, et il y a beaucoup de biais, et des questionnaires, on peut leur faire dire parfois un peu ce qu'on veut, c'est un peu ça le danger. Le BRC a jeté un pavé dans la mare en définissant des critères de qualité des questionnaires, et beaucoup, à mon avis, de ces questionnaires ne passent pas le test.
Il faut que les questionnaires finalement soient conçus par des professionnels, hein. On est en limite des sciences sociales et beaucoup de questionnaires sont peu pertinents. Et de toute façon, les questionnaires donnent juste une image de ce qu'on peut rappeler un climat, une perception à un moment donné, mais ne sont pas les éléments liés à la culture. Des difficultés d'interprétation des notions, beaucoup d'entreprises qui restent dans l'idée que ces formations, sensibilisation, ce sont les leviers essentiels pour jouer sur leur culture et qui restent justement sur une vision tronquée. Et absence de prise en compte de la dimension comportementale de la food safety culture. Alors, sans entrer dans le détail, si on ne va pas jusqu'au niveau des comportements, c'est-à-dire c'est le dernier élément qui va faire la différence entre un système de management qui sera efficace, notamment qui permettra aux opérateurs d'adopter, même dans des circonstances, je dirais, non prévues dans les procédures, ou quand ils ne sont pas sous l'œil du management ou des superviseurs, le bon comportement et éviter les crises. Donc, on a essayé de réfléchir aussi sur notre pratique de l'audit et on s'aperçoit que en mettant en relation les enregistrements, les entretiens, les observations, on peut en tirer des leçons très importantes sur l'état, l'évolution de la culture de la sécurité des aliments sur un site. Alors attention, je ne dis pas qu'un auditeur qui intervient ponctuellement sur un site va pouvoir, comme ça, au jugé, estimer quelle est la culture de la sécurité des aliments du site. En revanche, on peut lui donner les clés pour que les informations soient mises en relation et qu'il en tire des conclusions pertinentes. Et pour ça, il faut lui donner un référentiel. Il faut lui donner comment dire, des règles d'association entre les différents éléments ou des règles d'investigation dans sa conduite de l'audit qui vont lui permettre de tirer des leçons pertinentes sur la sécurité des aliments, sur la culture de la sécurité des aliments. Donc, ce qui nous manquait finalement, c'était un cadre général pour aider nos auditeurs et les sites à mettre en place les éléments d'une démarche. Je ne parle pas d'un programme, on parle bien de culture. Donc, c'est une démarche d'amélioration de la culture de la sécurité des aliments. Et ce cadre-là, c'est le PAS 320 qui nous le propose de la façon la plus complète. Parce que le PAS 320 fait bien, sous forme d'un PDCA, la relation entre toutes les étapes, les différents éléments qui sont indispensables au pilotage d'une démarche d'amélioration continue de la culture de la sécurité des aliments. Il fait bien le lien avec les dimensions de la GFSI. Il a pour objectif d'évaluer, de mesurer, de faire évoluer et d'améliorer continuellement la sécurité des aliments. Il est bien lié au contexte de l'organisation. Il prend en compte donc l'organisation au sens large et la culture de l'organisation au sens large. Donc, il a bien, entre guillemets, il coche bien toutes les cases pour mettre en place une démarche, je dirais, cohérente de pilotage et d'amélioration de la culture de la sécurité des aliments. Alors, si vous associez un certain nombre d'éléments de principes de la transformation, dont on en a listé 7, qui recoupent en partie les éléments du PAS 320, mais qui vont nous indiquer comment conduire la démarche, on arrive à un outil que nous, on appelait le Focus FSC+, qui nous permet d'aider les entreprises à prioriser le plan de pilotage de la culture de la sécurité des aliments, à fixer les actions prioritaires, à les mesurer et d'entrer dans la logique du PAS 320, c'est-à-dire dans une boucle de type Plan, Do, Check, Act. Donc, on s'est calé sur un certain nombre de critères pour évaluer les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la démarche, évaluer ensuite l'atteinte des résultats ou le niveau atteint par l'entreprise pour lui donner un feedback, alors basé sur un ou plusieurs audits, qui prend en compte, le cas échéant, des diagnostics et d'autres éléments pour l'aider à construire un plan pertinent. C'est-à-dire pour une démarche qui a du sens, qui s'inscrit dans le temps et qui permet
d'avancer dans le bon sens. Donc cet outil-là, il a pour caractéristique de pouvoir être associé à un audit tierce partie, parce que comme je vous l'ai indiqué, c'est un moment privilégié l'audit pour justement, quand l'auditeur a bien été formé à la food safety culture, pour donner un retour à l'entreprise. Il permet d'évaluer la maturité de la démarche. Il est connecté avec les principaux référentiels, puisqu'on met en relation les différentes exigences des référentiels sur la food safety culture avec le PAS 320. Il permet effectivement de faire la démonstration, notamment dans le cas des dernières exigences des référentiels de certification, que vous avez mis en place une démarche pour faire évoluer, pour aller vers une culture de la sécurité des aliments positive, comme demandé par la GFSI. Alors, la dernière étape, ça va être effectivement de se caler sur les paliers, les niveaux de maturité définis dans le PAS 320 et qui sont au nombre de 5. Voilà, je pense que j'ai essayé de donner un aperçu de cette démarche-là. Bien entendu, c'est une démonstration un petit peu rapide. J'espère que nous aurons d'autres occasions de vous la présenter plus en détail. Alors, je te redonne la parole, Olivier. Hop, je reprends avec plaisir. D'accord. Merci Laurent. Merci merci pour cette présentation. C'est véritablement quelque chose qui est une attente de la part des entreprises, c'est comment mesurer la performance de sa culture de sécurité sanitaire. Les référentiels nous proposent de mettre en place des objectifs, mais c'est vrai que voilà, quand on peut utiliser des outils pour évaluer la maturité, et c'est vrai qu'à l'AFNOR, historiquement, on a toujours développé des normes pour expliquer les différents niveaux de maturité. C'est un fonctionnement de base, c'est conforme, c'est efficace, c'est efficient ou c'est excellent. Voilà, donc l'outil permet de présenter cela. Pour finir et boucler la boucle, après avoir analyser la maturité, la performance, eh bien, et c'est ce qui, je l'ai vu dans le chat, c'est ce qui est aussi un défi, c'est de renforcer ou de maintenir cette culture. Alors, pendant que Laurent parlait, j'en ai profité pour regarder quelques questions. Oui, ça me paraît difficile de travailler sur la food safety culture sans travailler de manière plus élargie sur la culture, tout simplement la culture organisationnelle. Sachant qu'en plus, et on le verra cet après-midi, dans certains référentiels FSSC 22000, on vous demande ou même dans le BRC-IFS, de développer une culture qualité et sécurité des denrées alimentaires. Mais voilà, ceci dit, on peut avoir une culture mature sur un sujet, comme par exemple la santé-sécurité au travail, et ne pas avoir une culture mature sur une autre thématique. Ça, c'est aussi possible. Mais si c'est le cas, il faut comprendre aussi les raisons du succès, de pourquoi on a réussi à avoir une culture mature sur la santé-sécurité au travail et de voir comment on peut le dupliquer à d'autres thématiques. Moi, je crois fortement à avoir des piliers, des personnes ressources sur lesquelles vous allez vous appuyer, y compris dans des fonctions qui ne sont pas directement liées à la transformation de la denrée alimentaire, mais surtout dans les fonctions support. Du moment que vous travaillez dans une entreprise agroalimentaire, voilà, ça fait partie des gènes de garantir l'hygiène et la sécurité des aliments. Et quand on est manager, parce que je le dis, qui ne dit mot consent.
quand vous êtes un manager, que vous voyez un défaut d'hygiène et que vous ne dites rien, c'est de votre responsabilité. Et je dis souvent aux managers, qui ne dit mot consent. C'est-à-dire, le manager, il rentre dans un endroit, il lève la tête au plafond, il voit qu'il y a des moisissures au plafond. S'il ne dit rien, ça veut dire qu'il accepte cette situation. Voilà. Donc, retenez ça pour un manager qui ne dit mot consent. Alors évidemment, Laurent l'a dit, développer la sensibilisation, la formation et encore mieux l'éducation à l'hygiène et à la sécurité des aliments. Voilà, ça serait bien qu'on intègre aussi ces aspects-là, des fois, dans les écoles, un peu comme on est en train de le faire avec l'environnement ou le changement climatique. Plus tôt c'est intégré dans l'éducation et plus ça devient des réflexes conditionnés, puisque effectivement, on n'est pas allé sur ce sujet-là, mais dans les formations, on aborde pas mal les théories comportementales, puisque, comme disait Laurent, finalement, le triple impact, c'est l'impact ultime, c'est le changement réel de comportement, quoi. Voilà. Ne pas oublier de maîtriser les changements, voilà, parce que il y en a beaucoup dans les entreprises agroalimentaires. C'était Pierre Dac qui disait il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Voilà. Et donc, tous les plaisirs résident dans le changement, disait Don Juan. Voilà, acte 1, scène 2. Et n'oubliez pas, la culture, c'est du comportement. Écoutez, je pense qu'on a tenu le timing